Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce 5e plateau du Carrefour des collectivités territoriales, consacré donc au patrimoine. Comment valoriser son patrimoine local? Nous le verrons. Déjà, qu'est-ce que le patrimoine? Ça va très loin, du monument historique jusqu'au petit patrimoine rural dit non protégé, donc du château au four à pain. Sans oublier le patrimoine environnemental. Quand on parle de patrimoine, il n'y a pas que les pierres ou les objets, il y a également le patrimoine environnemental. On verra que, évidemment, certaines procédures sont coûteuses à mettre en œuvre pour valoriser son patrimoine, pour sensibiliser les gens à cette protection. D'autres, au contraire, ne le sont pas. Et surtout qu'il existe de nombreux organismes pour vous accompagner, pour accompagner les élus à trouver les bonnes solutions, à suivre les bonnes procédures. Donc, pour répondre à toutes les questions que peuvent poser ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Bernard Raynal, qui est à la fois maire d'Astaillac, mais également vice-président de l'Association des maires de Corrèze. Merci d'être présent. Également, pour le côté ABF, architecte des bâtiments de France, nous avons le plaisir, et je vous remercie d'être présente, Elisabeth Perrault. Très sincèrement, merci. Nous avons également Lilith Pittman, qui est présidente donc, du CEE de Corrèze. Et j'en profite tout de suite pour citer et remercier donc Laure Régnier, directrice du CEE, qui viendra par la suite pour vous expliquer concrètement quelles actions à la fois sont susceptibles d'être mises en œuvre et quels exemples concrets donc, ont déjà été mis en œuvre pour vous aider, pour aider les élus locaux. Et enfin, à ma droite, Alain Soularue, merci d'être présent. Vous êtes le délégué régional de la Fondation du patrimoine. Et là aussi, vous aurez l'occasion justement de présenter votre organisme et justement quelles sont les missions et les actions concrètes, l'aide concrète que vous pouvez apporter aux élus locaux. Donc, pour cadrer déjà le sujet, je vais donner la parole tout de suite à Bernard Raynal. En tant qu'élu, comment voyez-vous votre rôle en matière de patrimoine? Qu'est-ce que le patrimoine pour vous? Je rappelle que vous êtes élu donc d'une commune de 249, vous m'avez dit, vous avez corrigé, habitants, mais également donc vice-président de l'ADM. Donc vous avez une vision un peu plus globale. Merci de me donner la parole. Bienvenue à nos partenaires et à nos collègues maires. Effectivement, quand on arrive maire d'une commune en espace rural, on a, dans cet esprit-là, deux soucis. Le premier souci, c'est faire connaître sa commune. Et le deuxième, c'est la développer. Il est clair que développer une commune en espace rural, ce n'est pas les grandes industries qui vont nous arriver comme ça par hasard. Et on le sait. L'économie dure à développer. Et c'est effectivement la vocation de l'intercommunalité. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce fameux patrimoine dont on va parler ce matin. Je voudrais, pour que les choses soient claires dès le début, qu'on se souvienne bien que le patrimoine, c'est l'héritage de nos pères. Et à partir de là, effectivement, nous pouvons imaginer comment mettre en valeur cet héritage. Dans une commune de la Drôme, 2019, 300 000 visiteurs payants. Je prends exprès une commune de la Drôme pour que je n'ai pas d'ennui avec mes collègues corréziens. 300 000 visiteurs par an payants au profit de la commune. Ce maire de Haute-Rive dans la Drôme, aujourd'hui se frise les moustaches. Mais qu'en fut-il des maires de Haute-Rive dans la Drôme en 1879, quand un espèce de génie fou s'est mis, madame, sans permis de construire, sans plan, à édifier dans son jardin, pierre par pierre, ce qui est aujourd'hui le palais idéal. On a eu la chance, il avait mauvais caractère, dit l'histoire, ce facteur cheval, mais on a eu la chance que personne vienne se mettre entre ses pieds. Aujourd'hui, ce bâtiment, le palais idéal,
a été classé par Malraux en 1969 comme monument historique, le seul et unique au titre de l'art naïf. Vous imaginez les recettes? 300 000 visiteurs par an. Dieu, que les choses furent bien faites, parce qu'effectivement, il n'a pas eu de contraintes. Et souvent, nous avons, dans notre petit patrimoine, et je vais revenir en Corrèze, nous avons des contraintes. Et il sera important, je le dirai plus tard, de bien faire le tableau. Les avantages que nous apporte notre petit patrimoine, le vernaculaire, pour être clair, et quels sont les inconvénients. Et il faut voir l'addition des deux colonnes pour savoir si on rentre dans tel ou tel circuit. Ce sera les interventions de nos collègues autour de la table, de bien nous présenter les aides qu'ils nous apportent. C'est pour moi le facteur important, alors je ne suis plus facteur cheval, hein, le facteur important de savoir qu'est-ce que, mesdames et messieurs, vous pouvez nous apporter sans multiplier les contraintes. Alors, bien sûr, on n'a pas la chance d'avoir ce palais idéal, mais on a tous une église, une chapelle, une fontaine, un puits, que sais-je, un lavoir, une source, une statue, un pigeonnier. À nous de rechercher au milieu des ronces certains monuments oubliés. D'où l'intérêt de revenir au patrimoine, à l'héritage de nos pères, et de bien savoir, et de discuter avec les anciens pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir à cet endroit-là, comment ça se passait, comment ça vivait. Et c'est maintenant à nous de le faire revivre. De le faire revivre. J'ai créé, quand je suis arrivé aux affaires communales en 2008, l'association du petit patrimoine d'Astaillac. Je crois que j'ai eu une bonne idée ce jour-là, mais elle venait bien sûr d'ailleurs. Mais en attendant, cette petite association fonctionne bien. Et c'est le bras armé de la commune. Ce sont les chevaux légers de la commune qui nous permettent d'aller de l'avant. Des fois, le budget communal, il n'est pas facile à traiter au milieu de l'année, même si on a les DM qui nous facilitent tout ça. Mais si on envoie l'association du petit patrimoine au charbon, eh bien c'est beaucoup plus facile et plus efficace. Donc il faut effectivement se donner les moyens pour restaurer, mettre en valeur, flécher, entretenir, faire passer un sentier de randonnée, une voie verte, pour qu'effectivement ce petit patrimoine ne reste pas isolé et que les efforts des uns et des autres, et des bénévoles en particulier du monde associatif, n'aient pas fait le travail pour rien. Parce que l'année d'après, il faudra recommencer à tirer les ronces et à ouvrir les chemins. Donc nous en sommes là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre en valeur ce petit patrimoine? Et la question que je vais aussi poser, mais peut-être je vais la balancer maintenant pour voir si on doit y réfléchir ou pas. Est-ce que nous sommes habilités à construire du patrimoine qui dans 50 ans, 100 ans, sera visité? Est-ce que c'est notre rôle? Comment nous pouvons le faire? Et puisque nos anciens nous ont légué un patrimoine, qu'est-ce que nous allons apporter en plus, au-delà de l'entretien dont je viens de parler? Qu'est-ce que nous, maires de 2021, 22, 26, puisque le mandat se termine en 26, qu'est-ce que nous allons créer de nouveau dans notre commune pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants aient un patrimoine enrichi grâce à nous, grâce à notre travail et à notre œuvre. Voilà pour la première partie. Merci. Je vous remercie. Donc, découverte du patrimoine, entretien, voire même, vous allez jusque création d'un nouveau patrimoine. Je ne suis pas sûr, évidemment, que vous pourrez répondre, Madame Perrault, étant donné que bon, ça relève les constructions plus de l'urbanisme. Mais sur justement ce patrimoine, Monsieur le maire a évoqué justement les puits, les fontaines, les arbres. De votre point de vue, quelle est la richesse de ce département de Corrèze en termes de patrimoine? Et comme il l'a dit, à découvrir aussi, parce qu'on peut ne pas connaître justement tout ce qui nous entoure et tout ce qui est classé, protégé, enfin tout ce qui constitue notre patrimoine, tant sur le plan, comme on l'a dit,
des choses en dur, mais également sur le plan environnemental. Alors la Corrèze, c'est un département que j'ai réellement découvert il y a 2 ans lors de ma prise de poste. Et désolée, je suis bretonne. Et clairement, la Corrèze a un patrimoine architectural, c'est 376 monuments historiques à ce jour, mais surtout 107 espaces protégés. Et l'espace protégé, justement, il protège pas uniquement l'architecture, il protège le paysage. Et ce qui est particulièrement fort en Corrèze, c'est que finalement, des bâtisses qui peuvent paraître vernaculaires, relativement rurales, peut-être simples, elles sont complètement mises en majesté dans le paysage. En fait, on est dans un paysage de petites montagnes où il y a énormément de cônes de vue et il faut vraiment veiller à protéger du coup la qualité de ces vues incroyables. Si par exemple on prend Aubazine, il est clair qu'au-delà même du monument historique, qu'est-ce qui est fantastique? Mais c'est ces vues imprenables de ces vallées, et c'est donc la mise en scène. Donc notre champ d'action ne peut se limiter à l'unique bâtisse en soi. Il doit être vu à l'échelle effectivement du bâtiment, mais également dans le grand paysage. On ne peut absolument pas s'affranchir de ça, sans quoi on risque d'avoir une banalisation en fait des paysages. Et pour rejoindre Monsieur Reynal, c'est clairement l'aménité que les gens viennent chercher en Corrèze. On l'a vu avec les derniers événements du Covid et de la crise sanitaire. Clairement, énormément de personnes sont venues en Corrèze. A priori, si j'ai bien compris, il y a eu énormément de transactions immobilières. Donc, que viennent chercher les gens quand ils viennent en Corrèze, spécifiquement en Corrèze? Pourquoi ils vont pas en Beauce? Pourquoi ils vont... J'ai rien contre la Beauce, hein. Mais clairement, ce sont ces aménités de paysage. Donc, nous, en tant qu'architecte des bâtiments de France, alors on est une toute petite équipe, hein, il y a un seul architecte, il y a 2 techniciens et 2 administratifs, et notre travail au quotidien, c'est de regarder au regard des servitudes. Donc les servitudes patrimoniales, qu'est-ce que c'est? Ça va être ces sites classés, sites inscrits, donc ce que je disais, sites protégés. Ça va être les monuments historiques et également le périmètre soit de 500 mètres autour des monuments historiques, soit le périmètre délimité d'abord, comme on peut avoir par exemple ici à Malmort. Donc, de fait, dès l'instant où il y a servitude, l'instruction de droit des sols nous consulte. De 2 choses l'une, soit on est sur un avis conforme, c'est-à-dire que le service instructeur et le maire ne pourra déroger à notre avis parce qu'on est en covisibilité du bâtiment, c'est-à-dire dans un périmètre ABF, il y a 2 choses l'une. Soit, en fait, d'un point, je vois en même temps mon monument historique et le bâtiment soit à construire, soit concerné par les travaux, mais d'un point extérieur. Et à ce moment-là, effectivement, on va instruire le dossier au regard de cette covisibilité, de cette vue en recul, en fait, dans le grand paysage. Soit, en fait, on est sur un projet qui n'est pas en covisibilité, et là, c'est un avis simple. Et là, 2 choses l'une. Nous, on fait un avis, une recommandation. Une prescription, elle est opposable au tiers. Une recommandation est vivement conseillée, je dirais. Et là, soit le maire reprend en fait notre avis, soit il considère qu'il prend la responsabilité pleine et entière de son instruction. J'ai répondu ? Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai que après, pour expliquer ce périmètre de 500 mètres autour des monuments, c'est vrai que souvent c'est ce que la doctrine avait appelé le rond bête et méchant. Oui. Et c'est vrai que souvent ça a été, par certaines personnes, mal perçu, mais parce que peut-être que les architectes
des bâtiments de France n'avait pas fait ou consulté à l'époque. Quand on voit à Paris la place du Panthéon, voilà, qui est protégée, qui est entourée de bâtiments, et qu'on a un bâtiment moderne avec des vitres qui se construit. C'est le ministère du reste de l'enseignement supérieur, ou enfin c'est un ministère. C'est vrai qu'on se dit dans ces cas-là, oui, mais pourquoi chez nous, on nous dit qu'à 500 mètres, il y a quelque chose. Parce qu'en plus, un site classé ou inscrit, ça peut être aussi des choses petites, quoi. Donc c'est vrai que ce rond bête et méchant, il a souvent été pas mal compris. Mais en tout cas, si on l'a appelé comme ça, c'est que il y avait des incompréhensions à ce sujet. Alors, juste je réponds sur la question du périmètre. C'est vraiment une question qui nous est posée régulièrement à l'occasion de l'élaboration soit des modifications de PLU, soit élaboration du PLUI. Et nombre de collectivités disent « Ah bah attendez, on va réduire notre périmètre et on va faire un périmètre délimité d'abord. » Donc le périmètre délimité d'abord, il y a un diagnostic, on regarde un petit peu les formes du paysage, on regarde les cônes de vue et pour le coup, on va délimiter un périmètre à la parcelle et qui n'est pas cette forme géométrique, effectivement, entre guillemets, bête et méchante. En revanche, quand je suis en périmètre délimité d'abord, l'architecte des bâtiments de France a un avis conforme. Et c'est là où, autant dans certaines configurations, c'est pertinent, autant dans d'autres, c'est vrai que ce périmètre ABF, et puisque c'est nous qui déterminons la co-visibilité, c'est pas la collectivité territoriale, permet quand même d'insuffler cette petite marge de négociation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça permet de mettre de l'huile dans les rouages, là où en périmètre délimité d'abord, je n'ai aucune marge de manœuvre, parce que moi, je dois... Enfin, voilà, c'est mon rôle, désolé, c'est un rôle régalien, donc avec des responsabilités. Et c'est vrai que... est-ce qu'il est si bête que ça, ce périmètre ? Je suis pas sûre. En réalité, à force... il se trouve que, par ailleurs, avant, j'étais en collectivité territoriale. Avec, du coup, plus de 20 ans d'expérience, je peux vous dire que ce périmètre, parfois, permet justement d'apporter cette fameuse souplesse dont les collectivités ont besoin pour pouvoir parler avec nous. Alors, vous voulez réagir ? chère madame, merci d'être là d'abord et de nous porter votre éclairage. Et vous avez raison de défendre votre rôle régalien, alors que moi, je défends mon rôle rénalien. Vous comprenez qu'on n'est pas toujours en phase. Vous parlez de ce périmètre. Moi, les 500 mètres, je les ai avalés. Ça y est, c'est réglé. J'ai mis 75 ans, mais je les ai compris. Par contre, cette visibilité, j'ai une commune qui est un éperon rocheux qui domine la vallée de la Dordogne rivière. Je dis bien rivière. Cet éperon rocheux, effectivement, est bien situé, est visible. Mais tout le reste de la commune, de l'autre côté, alors que je suis classé territoire de la Dordogne, on ne voit pas un brin de Dordogne, un brin de pagaie, rien du tout. Et quand même, je souffre de ce que l'autre bout de la commune soit en zone dite visible, alors qu'elle est invisible. Et ça nous pose quand même quelques petits problèmes, pas qu'à moi. Alors, je réponds. Là, pour le coup, ce qui vous pose problème, ça n'est pas le périmètre de 500 mètres autour d'un monument historique, c'est le site classé, c'est le site inscrit, pardon, excusez-moi. On est en site inscrit. Oui, donc, là, pour le coup, là, ça n'est plus là, on parle de paysage et d'enjeux paysagers. Ça n'est plus par rapport à un monument historique. Mais, j'ai abordé tout à l'heure, et je vais laisser la parole aux autres intervenants, mais j'ai abordé tout à l'heure qu'est-ce qu'on pouvait faire demain dans sa commune. Moi, votre prédécesseur s'appelait Philippe Poncet, il a manqué avoir une crise cardiaque en venant à Staillac. Comme je vous ai dit, c'est un éperon rocheux, je voulais créer un phare qui domine la Dordogne. À Staillac, le phare de la Dordogne. Poncet a manqué avoir une crise cardiaque, on l'a réanimé, on avait le fibrillateur, tout était en règle. Mais, vous pensez bien que mon phare,
il a fondu rapidement. Il a été obligé de me faire venir le sous-préfet de l'époque, Jean-Paul Vicard. On va lui expliquer que finalement, voilà. Sauf que si on n'a pas la folie et le génie de faire quelque chose, on fait rien. Du coup, mon phare est devenu un belvédère, mais je suis content d'avoir un belvédère d'un étage, parce que je n'ai pas eu le droit de faire 2 étages. Sinon, il fallait que je mette un ascenseur, et ça, je suis d'accord, pour les gens à mobilité réduite, bon, c'est normal. Donc, j'ai un belvédère, ça n'a rien d'un phare, mais c'est déjà pas mal. Mais pour vous dire, c'est difficile de vouloir créer, inventer, imaginer quelque chose de nouveau dans une commune, parce qu'effectivement, on passe alors un peu pour des génies fous, je dis génie, comme ça me sauve un peu, et fou aussi, mais voilà, c'est difficile. Et nous, on voudrait, enfin je veux dire, il faut être imaginatif quand on est maire, et qu'on n'a rien d'autre que ses yeux pour pleurer, et on ne va pas se plaindre du budget, moi je ne m'en plains pas. Bon, voilà, on ne parle pas de budget pour l'instant. Bon, Oui. alors sur le phare, je connaissais pas ce projet, mais effectivement, en tant que Bretonne, là pour le coup, effectivement, un phare ou un amer pour les gabarres de Corrèze ou de Dordogne. Je peux comprendre la réaction de mon prédécesseur, c'est-à-dire qu'effectivement, vous créez un point émergent, complètement exotique, vous voyez, dans le paysage. Alors, je connais pas le projet, hein, donc du coup, je vais pas, voilà. Mais en fait, sur la question de la création. Sur la question de la création architecturale, c'est là où effectivement il y a une vraie question alors peut-être pas sur un bâtiment public, peut-être pas sur un bâtiment, je dirais tel un belvédère qui est pour le coup plutôt, je dirais pas de l'habitat, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose sur lequel il me semble qu'il faille qu'on soit tous très vigilants, quoi. Vous, comme moi, comme le CEE, c'est cette fameuse banalisation en fait des paysages et de l'architecture. Quand effectivement on nous propose une maison à caractère purement pavillonnaire qu'on trouverait dans la région parisienne, ben oui. Sincèrement, je pense qu'il y a un vrai problème et que la Corrèze ne mérite pas ça. Oui, sincèrement. Et du coup, cette promotion architecturale plus fine, plus adaptée, de toutes les façons est possible. Enfin, le musée, enfin Jacques Chirac à Saran a été possible. Enfin, il y a aussi d'autres choses. Alors, moi, je sais que la salle polyvalente de l'Ignerac, d'un point de vue architectural, pour moi, c'est un projet qui marche, qui est intéressant, et à côté de ça, nombre de maires rigolent quand on leur parle de la salle polyvalente de l'Ignerac. Donc là, pour le coup, il y a un travail énorme de promotion, effectivement, à faire. Promotion, sensibilisation, voilà, parce qu'on n'est pas tous forcément d'accord avec la même vision de ce que l'on veut faire, qu'est-ce qui est justement, qu'est-ce qui peut s'intégrer ou pas dans le paysage, dans les biens. Bon, forcément, on aura ces questions. Je reviendrai vers vous plus tard pour les autres cas où vous pouvez être sollicité vos missions justement par les élus. Je me tourne maintenant vers Lilith Bittmann. Donc vous êtes la présidente du CEE de Corrèze. On a beaucoup parlé justement, vous avez souvent été visé du doigt du CEE de Corrèze et de l'aide que vous pouvez apporter justement aux collectivités. Est-ce que vous pouvez nous présenter, dire, avant qu'on voit concrètement ce que vous faites, qu'est-ce que le CAE de Corrèze et vos missions ? Oui, bonjour. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le CAE ? Parce que certains, au niveau des collectivités, tout le monde sait que c'est un organisme de conseil en architecture, urbanisme et environnement. Mais très souvent, le public ne connaît pas du tout ce sigle, même pas le sigle. Donc, les objectifs du CAE sont le conseil, justement, aux collectivités, particulièrement aux collectivités, mais nombre d'entre vous connaissent ces conseils, qui sont des conseils gratuits, je précise, qui arrivent en amont des futurs travaux, de votre avis, quelquefois, madame. Donc, c'est un travail
préalable qui est très important, qui permet de situer justement les difficultés qu'il pourrait y avoir au niveau des communes sur l'implantation, sur le paysage, mais aussi évidemment sur la rénovation du patrimoine ou la création de nouveaux bâtiments. Donc, le CAUE donne des conseils aux collectivités, aux administrations publiques, mais aussi aux particuliers. Tous les particuliers qui ont des projets peuvent s'adresser au CAUE. Il donne aussi des formations aux élus, formations au public, et il est très orienté sur donc, la restauration du patrimoine, mais aussi la construction de nouveaux bâtiments et leur implantation et la préservation des paysages. Donc cette association, il propose aussi des travaux de sensibilisation à tous, mais aux scolaires. Le CAUE intervient dans les établissements scolaires à la demande de ces établissements et propose aussi des expositions, des plaquettes. Il a le soutien de l'Union régionale du CAUE pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous participons à toutes ces actions, et puis évidemment la Fédération nationale des CAUE. Donc, qu'est-ce que le CAUE? C'est une association de type loi 1901 qui est gérée par un conseil d'administration, à sa tête une présidence. Il est partenaire du département, puisque en fin de compte, le fonctionnement du CAUE peut avoir lieu que grâce au versement par le département d'une partie de la taxe d'aménagement. Et puis aussi, il fonctionne grâce aux cotisations des communes. Voilà. Et donc, on apprécie beaucoup que les communes pensent au CAUE pour cette participation. Au niveau de la structure, donc partenaire du département, au niveau du personnel, bon, c'est un petit CAUE en Corrèze, il y a des CAUE beaucoup plus importants, et je pense qu'il n'y a que deux ou trois départements en France qui ne bénéficient pas de ces structures, de la structure d'un CAUE. Certains sont peu importantes, donc d'autres sont très importantes. Donc pour le CAUE de la Corrèze, au niveau de la direction, donc vous écouterez tout à l'heure les conseils de Laure Régnier, qui est la directrice. C'est un poste de direction qui est mis à disposition à mi-temps par le conseil départemental. Ensuite, il y a une paysagiste urbaniste, une architecte conseil et une secrétaire comptable. Bon, le poste de direction est tenu par Laure Régnier, qui est architecte conseil aussi. Voilà. Voilà un petit peu le fonctionnement général. Mais vraiment, le CAUE, les objectifs, c'est la préservation du patrimoine, la préservation des paysages et l'aide aux communes, beaucoup d'aide aux collectivités. Exactement. Et là, c'est vraiment un appel à toutes les collectivités de penser au CAUE quand c'est le maire ou l'équipe municipale a des projets particuliers. Conseil gratuit, n'hésitez pas à contacter le CAUE. Madame la Présidente, merci. J'en profite pour vous demander, je poserai la même question à Alain Soularue avant que vous nous présentiez la Fondation du patrimoine. En matière de subventions, est-ce que vos organismes aident aussi à aller trouver, par exemple, on sait que le département subventionne certains, est-ce que c'est aussi dans vos missions de dire, bon ben voilà, vous avez tel projet, est-ce que vous avez pensé à solliciter telle aide du département, de la région Alors, le CAUE donne des conseils sur le plan administratif pour la constitution des dossiers, évidemment. Quand il est question, par exemple, de formation des élus, justement, pour les PLU, le CAUE apporte cette aide administrative. Tout ce qui est... et c'est très important, justement, pour les communes. Et aussi, des personnes qui participent très souvent, ce sont les secrétaires de mairie, qui sont très sollicités à ce niveau-là. Et le CAUE assure ses formations et ses conseils auprès des collectivités, justement, pour répondre à ces questions très terre-à-terre. Mais je pense que Laure Régnier répondra beaucoup mieux que moi à cette question.
D'où l'intérêt de vous contacter le plus en amont possible, du coup. Tout à fait. Le travail en amont, c'est essentiel. Parce que certaines personnes avaient une image un petit peu négative du CAUE, parce que justement, le CAUE avait été contacté un petit peu trop tard, et quand on arrive, on dit « Ah, mais il aurait fallu faire ça ». Bon, mais évidemment, tout le monde est contrarié. Donc, le conseil en amont est essentiel, et c'est un conseil gratuit. Donc, n'hésitez pas. Oui, Lilith, vous avez tout à fait raison, parce qu'on sait que quand les instances départementales ont dit non, c'est trop tard. C'est un non à vie. D'où l'intérêt d'essayer de faire durer le match pour surtout ne pas obtenir ce non. Et je vous comprends, madame, mais je sais que quand vous avez dit non, c'est non. Donc il faut qu'on le sache tous et que vous ne reviendrez pas sur votre parole sacrée, mais qui des fois... Bon, moi je dis, partez de la réunion avant qu'elle vous dise non. Vous aurez toujours le temps de revenir. Mais surtout, n'acceptez pas un non de l'administration, en particulier de celle-ci, sinon on est foutu. On est foutu. Bon, Je vous laisse répondre. je réponds pas à la blague, que je prends comme une boutade. Effectivement, le conseil préalable permet justement d'aboutir à cette discussion. Avec cette réserve, malheureusement, je le reconnais, mais ça, moi, j'en suis pas... Voilà, nous ne sommes qu'un architecte et deux techniciens, donc je reconnais mais pleinement qu'il y a un défaut de disponibilité, ça vraiment dont acte. Juste sur la question, en revanche, des aides, avant que la Fondation du patrimoine ne prenne le relais, il y a quelque chose que je veux dire aux collectivités territoriales, parce que je me suis aperçue qu'ils n'avaient pas forcément la connaissance. Autant au niveau des monuments historiques, ils savent que la restauration est subventionnable. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. En revanche, les travaux d'entretien, resuivi de couverture, nettoyer en fait les gouttières, quelques remaillages. Vous voyez, tout ce qui en fait ne provoque pas un permis de construire, parce qu'en fait c'est vraiment juste. Eh bien, surtout faites appel à nous, parce que vous avez le droit à des aides sur les monuments historiques et qui sont quand même à 30%, même sur de l'entretien, sur notamment des petites communes. Voilà. Ça, c'était juste une info, je pense, importante. Ah oui, une info, en effet, une info d'importance, et 30% c'est bien, et surtout si les personnes ne connaissent pas cette procédure, et en fait ne sont là que pour dire oui, mais voilà, monument historique, ça va être compliqué, ou pour le reste. Pour finir la présentation des personnes justement susceptibles d'aider l'ensemble des collectivités, je vais donner la parole à Alain Soularue, donc délégué régional de la Fondation du patrimoine. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter cette Fondation du patrimoine, s'il vous plaît ? Alors, pour parler simplement de la Fondation du patrimoine, j'emprunterai le verbatim de notre président national qui dit « La Fondation du patrimoine, c'est la plus importante infirmerie privée au chevet du patrimoine. » Voilà ce que nous sommes. Et avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous faire prendre conscience de ce qu'est ce patrimoine. Bernard Raynal en a donné une bonne définition, on pourra revenir dessus, la compléter, etc., etc. Simplement, nous, Fondation du patrimoine, il se trouve que nous sommes les gestionnaires de ce que vous connaissez tous, le loto du patrimoine et la mission Berne. C'est nous qui faisons remonter les dossiers, c'est nous qui les instruisons, c'est nous qui les sélectionnons et c'est nous qui suivons les travaux qui vont derrière. Pour la première fois, en 2018, donc c'était il y a 4 ans, nous avons fait remonter les premiers dossiers. Tous ensemble, au niveau de la Fondation du patrimoine, au niveau national, nous avons fait remonter 2500 dossiers. J'insiste sur le chiffre, 2500 dossiers. Et nos collègues parisiens se sont amusés à chiffrer les besoins correspondant à ces 2500 dossiers. Le chiffre auquel ils sont arrivés est absolument incroyable. Ils sont arrivés à 3 milliards d'euros. Ce qui veut dire 3 milliards d'euros pour 2500 dossiers, ce qui veut dire qu'au niveau national, les besoins du patrimoine sont énormes. Et le patrimoine,
Eh bien, ça ne vote pas. Oui, messieurs les maires, le patrimoine ne vote pas. Le patrimoine, c'est quelque chose qui souffre en silence. Et quand on se réveille, eh bien, souvent, il est trop tard. Et je crois que c'est de la grande responsabilité et l'honneur des élus locaux de veiller à ce patrimoine. Pour en revenir à la Fondation, première institution française, privée, nous sommes une émanation du Parlement. Nous avons été créés par une loi il y a maintenant 25 ans. Et depuis 25 ans, nous œuvrons à la fois pour le patrimoine verniculaire, ce qui était notre vocation première, pour le patrimoine religieux, classé ou non, mais aussi pour des patrimoines moins immédiats, comme le patrimoine industriel, le patrimoine naturel, le patrimoine hydraulique et tout ce qui est métier lié au patrimoine. Nous aidons énormément énormément de gens, d'artisans, de gens comme ça, qui œuvrent pour le maintien de ce patrimoine. Nous avons eu, il y a 2 ans, une action déterminante lorsque s'est déclaré l'incendie de Notre-Dame. Nous avons été le premier collecteur de fonds de France. Sur les 900 millions collectés, nous en avons collecté pratiquement la moitié, 500 millions. Pas tout à fait 500 millions. Chaque année, nous collectons au niveau national 75 millions d'euros de dons. Ces dons viennent de particuliers, c'est ce que nous appelons les collectes, auprès de particuliers. Les dons vont de 1 euro, 5 euros, jusqu'à beaucoup plus. Mais nous avons également un grand nombre de partenaires privés, pour la plupart, qui abondent et qui font que nous pouvons redistribuer effectivement de différentes manières la quasi-totalité de ces fonds. Pour ce qui est de notre délégation du Limousin, puisque nous avons la responsabilité de 3 départements, la Corrèze naturellement, la Creuse et la Haute-Vienne. Nous collectons environ 1,2 million d'euros par an. C'est en tout cas le chiffre de 2020. Et nous aidons, en Corrèze, nous aidons en permanence entre 15 et 20 dossiers donc de collectivités. Les dossiers que nous aidons sont essentiellement des dossiers du patrimoine religieux, tant il est vrai que dans chaque commune, les besoins des églises sont importants. Ils ont été trop souvent négligés. Donc aujourd'hui, c'est les toitures, les charpentes, les soubassements qui posent problème. Mais pas que. Nous sommes aux côtés du département pour la réfection du viaduc des Roches Noires. Vous avez parlé d'Aubazine. Nous sommes aujourd'hui, nous remettons en état le vivier qui est la pièce d'eau dans laquelle arrive ce célèbre canal des Moines. Et j'ai bon espoir que dans les mois et les années qui viennent, nous allons pouvoir nous attaquer beaucoup plus sérieusement à l'abbaye et à l'abbatiale. Nous avons un énorme projet en cours et nous sommes en train de réunir les fonds importants nécessaires à ce travail. Bien. Alors, les maires, lorsqu'ils ont un projet, c'est toujours le même processus. Ils commencent par chiffrer leur projet, consultent les entreprises et ils arrivent à un chiffre, souvent trop élevé, mais ils arrivent à un chiffre. Et là, ils commencent la tournée des popotes pour aller chercher les subventions. Alors les subventions, c'est ce qui peut venir de l'État via la DRAC. Ça peut être des subventions régionales, des subventions départementales, bref. Et ils arrivent à un total. Et il reste ce qui s'appelle la part de la commune, la part d'autofinancement. Cette part d'autofinancement, c'est là où nous commençons à intervenir. Nous allons faire en sorte que cette part d'autofinancement soit la plus faible possible.
un certain nombre d'outils pour cela. Les collectes, nous faisons appel à l'épargne populaire, ce que je dis tout à l'heure. Nous pouvons intervenir sur nos fonds propres et intervenir par d'autres moyens qui sont effectivement des dispositifs nationaux qui font que certaines communes peuvent en bénéficier. Tout ceci est un peu complexe, mais en tout cas, ça marche. Bien, je vous remercie pour cette présentation. Gardez-en parce que vous allez devoir nous expliquer comment, voilà, plus dans le détail, vous pouvez accompagner les collectivités. Mais merci, en tout cas, on comprend votre rôle fondamental. Lilith Pittman, Madame la Présidente, je vous remercie. Je vais, à regret, mais vous demander de céder la place à la directrice, justement, du CIE de Corrèze, donc Laure Régnier, qui va justement nous rejoindre en plateau parce qu'on a beaucoup parlé, enfin pas de théorie, parce qu'on a des noms, c'est assez concret, mais justement pour pouvoir nous expliquer concrètement comment est-ce qu'ils aident les communes et avec justement des exemples qui peuvent parler à toutes les collectivités. Donc, Laure Régnier, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, je donne direct le micro. Donc, le CIE, même si votre présidente a déjà expliqué comment est-ce qu'elles aident, concrètement, comment est-ce que vous pouvez aider les communes, justement, lorsqu'elles souhaitent, alors je ne sais pas, valoriser, sensibiliser, travailler sur leur patrimoine? L'intérêt du CAE, c'est justement celui qui effectivement vous a été décrit, c'est qu'on a un panel de missions et un panel d'intervention qui va être assez diversifié et surtout qu'on ait effectivement cette logique de conseil et de pédagogie finalement et d'information. Donc j'ai envie de dire que quand on parle de patrimoine, je pense que déjà la première des choses, c'est de savoir l'identifier, de savoir le comprendre, savoir sur quoi il se base. Quand on définit du patrimoine et quand on va avoir une commune qui se pose la question de cette valorisation, c'est sur quels critères on identifie ce patrimoine, quelle est réellement sa qualité et qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on va en tirer pour justement après le transmettre. Donc je pense que les missions en fait, du CAE et là où elles sont intéressantes, elles sont déjà en amont sur un travail d'identification, de compréhension, et puis de pédagogie et de transmission et d'information. Ça, c'est vraiment, à mon sens, la base fondamentale de notre intervention, avant même finalement d'engager une opération, que d'être dans cette logique de sensibilisation. Donc ça peut être un travail qu'on fait assez régulièrement, qu'on appelle carte architecturale et paysagère. C'est un travail très concret où on balaye un territoire et on identifie justement ce qui fait l'identité un peu spécifique, qui peut d'ailleurs être une identité très subjective et qui peut se comprendre à la fois effectivement parce qu'on va trouver, découvrir, comprendre un bâtiment spécifique qui a du sens et dont l'architecture, la typologie est représentative, mais ça peut être aussi à un moment donné un ensemble urbain qu'on n'a pas forcément identifié comme ayant un caractère architectural très fort, mais par sa composition, sa logique de composition de hameaux, la composition de l'espace public qu'il va créer, on va permettre de l'identifier et de le nommer un point de vue, un paysage vraiment spécifique. Donc ça, c'est un travail intéressant qu'on a fait de manière non exhaustive pour l'instant sur le territoire corrézien, mais qu'on a fait assez régulièrement sur différentes communes et qui permet une restitution de cette identité territoriale. C'est un exemple, mais déjà, ça permet effectivement de sensibiliser. Et puis, c'est un travail qui est communiqué. On en fait une réunion publique. Ça permet aussi aux gens d'intégrer en fait ce qui fait le patrimoine de leur commune, de les sensibiliser et d'avoir un regard partagé. Et derrière, la compréhension justement de la mise en pratique et des opérations qui vont suivre, des projets qu'on veut initier, elle peut être aussi plus facile à comprendre. On en comprend les logiques, on a intégré qu'est-ce qui faisait justement le sens de ce territoire qui nous est cher. Et pourquoi on est venu s'installer, ou quand on est venu s'installer, pourquoi on reste en Corrèze. Donc on a identifié ce qui faisait le charme et tout l'intérêt de ce territoire-là, et après on sait forcément comment intervenir sans le dénaturer, ou en tout cas en y mettant d'ailleurs une patte contemporaine, ça n'interdit pas du tout ça, mais comment on intervient derrière en ayant compris ce qu'on voulait préserver. Donc ça, c'est une première chose, mais à laquelle on tient effectivement. Ensuite, c'est de l'accompagnement auprès des collectivités dans leurs projets, où on travaille en amont, toujours, de l'opération en question. Et puis, c'est un travail de recherche, un travail d'analyse, un travail de prescription, qui justement tient compte de l'essence d'un bâtiment à valoriser, par exemple, ou d'un espace
public à mettre en scène et qui va s'appuyer sur des recommandations. Donc là, après, on restitue une note d'enjeu. Enfin voilà, c'est un travail assez courant. Mais c'est vraiment cette dimension de sensibilisation et aussi du coup tout le travail d'exposition, de communication qu'on peut avoir aussi auprès de tous les publics, que ce soit les collectivités, puis globalement le grand public, pour comprendre ce qui fait le sens. Oui, c'était aussi l'aspect justement découverte du patrimoine qui est évoqué par Monsieur le maire en préambule. Et donc, des exemples concrets, vous nous aviez parlé de fleurissement, des actions concrètes menées récemment par le CAUE pour aider des collectivités, des dossiers justement que vous connaissez. Alors moi je voudrais dire encore une fois que c'est vraiment sur tous les champs en fait d'action de nos interventions. Effectivement sur des conseils d'aménagement donc qui peuvent être effectivement des logiques d'aménagement de fleurissement, d'aménagement d'espace public. Encore une fois dans cette logique de compréhension du cadre de vie dans sa globalité et dans la valorisation cohérente d'un ensemble et pas seulement effectivement regarder à la loupe juste le projet dont on parle. Mais des actions après très concrètes aussi d'accompagnement des collectivités, ça peut être aussi sur des ateliers qu'on propose notamment dans l'accompagnement et dans la mise en œuvre des documents d'urbanisme avec le PLU, qui vont être axés vraiment sur cette identification du patrimoine, qui est un enjeu après de traduction réglementaire dans ces documents. On a mis en place notamment avec la communauté de communes Xaintry un atelier d'ambassadeurs du patrimoine qui avait vocation à donner en fait une méthodologie aux élus pour déjà savoir effectivement identifier, comprendre, savoir comment on intervient sur ce patrimoine et avoir des arguments et des outils pour justement répondre à la mise en œuvre du document d'urbanisme et savoir comment se positionner et qu'est-ce qu'on va vouloir vraiment protéger, comment on va vouloir le protéger, comment on va vouloir l'accompagner. Donc ça fait partie aussi des actions qui nous semblent intéressantes et qui fonctionnent assez bien. Et puis voilà, effectivement, soit sur de l'architecture, le paysage, l'urbanisme, enfin on intervient à tous les champs, sur tous les domaines. C'est très complet. Vous prenez en compte aussi, j'imagine, la réglementation lorsque vous devez formuler les recommandations, enfin les contraintes qui vont devoir s'imposer à tel et tel territoire pour orienter au mieux justement les collectivités. Ben surtout, projet, notre première intervention, c'est justement de prendre du recul et de regarder globalement. C'est regarder à la fois effectivement l'insertion dans le paysage et dans le grand paysage. On parlait des points de vue et des enjeux de perspective. Et évidemment que c'est une des choses essentielles que de dézoomer et de sortir en fait du seul cadre de cet élément à valoriser. Et puis bien sûr que les contraintes techniques, les contraintes réglementaires sont forcément dans la balance et amènent à un équilibre en fait d'intervention qui doit croiser tous les champs, et y compris les champs économiques d'ailleurs. Il ne faut pas les... C'est évident. Champ économique, justement, on a vu qu'il y avait une grosse part de la Fondation qui arrivait justement à collecter des fonds. Est-ce que vous avez d'autres justement actions concrètes dont vous voulez nous parler, menées par la Fondation pour accompagner les collectivités ? Alors, à la différence d'organismes comme le CAUE ou comme la DRAC ou comme les ABF, nous n'intervenons pas sur l'aspect technique des choses. On nous présente un dossier et nous l'examinons d'après nos critères, à nous, qui sont des critères à la fois d'intérêt global et des critères financiers, et nous décidons ou pas de le suivre. Je vous ai dit tout à l'heure que notre objectif est d'aider les collectivités à réduire au maximum leur marge d'autofinancement. Je vous ai décrit un certain nombre d'outils. Après, il faudrait rentrer dans le détail des choses parce que c'est parfois un petit peu technique. Mais nous pouvons aider également les collectivités à améliorer le patrimoine privé de leur territoire. Pour ce faire, nous passons des conventions. Nous avons un certain nombre de conventions. Nous en avons en Corrèze avec des collectivités territoriales, collectivités de groupements de communes ou d'agglomérations. Et là, l'idée est d'aider les particuliers qui veulent améliorer leur patrimoine parce qu'ils ont des maisons remarquables, parce qu'il y a un véritable intérêt. Et là, nous délivrons ce que nous appelons un label. Ce label donne droit à des subventions
pour ces particuliers, mais surtout leur permet une vraie déduction fiscale qui va de 50 à 100% du montant des travaux. Et les labels, c'est un processus qui marche bien, qui porte ses fruits, qui n'est pas très connu, mais nous travaillons avec les collectivités à développer cet outil. Bien, oui, vous vouliez Du coup, rebondir. Ça marche? Oui, vous m'entendez? Sur ce sujet des labels du patrimoine, j'ai vraiment un travail très étroit et très intéressant avec... en fait, dans chaque département, il y a un architecte bénévole, je pense, enfin, ou en tout cas... Et là, en l'occurrence, sur la Corrèze, c'est Monsieur Fleury. Et c'est vrai qu'on a des rencontres mensuelles et on regarde les dossiers, quand bien même ils ne sont pas en servitude. Et vraiment, c'est un travail vraiment intéressant et notamment de pédagogie auprès des particuliers. Enfin, je note très positivement ces actions. Oui, donc on est là pour aider les collectivités, aider également les particuliers justement à mettre en valeur ce patrimoine. Justement, je vais vous demander de conserver votre micro. Vous, justement, dans l'accompagnement, est-ce que vous êtes parfois sollicité par des élus qui veulent avoir eux aussi votre avis en amont d'un projet ou est-ce que vous n'intervenez qu'au stade de la procédure? Même si, comme vous l'avez dit, vous avez des effectifs en préalable qui sont assez réduits et qui ne permettent pas forcément de répondre. Mais en théorie, on va dire, est-ce que si votre service avait plus de personnes, est-ce que juridiquement, un élu peut vous poser une question sur un projet en amont en sachant que la réponse ne va pas par, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avis conforme, c'est-à-dire il n'y a pas le choix, mais ne va pas forcément le lier, mais après, à lui de prendre ses responsabilités. Mais est-ce que vous intervenez aussi hors procédure réglementaire? Alors effectivement, là je vous parle d'une injonction paradoxale où je devrais développer plus de temps auprès des maires, très clairement. Mais oui, tout à fait. Enfin, c'est gagnant-gagnant. Si le maire et nous considérons qu'on va dans le même sens, ben évidemment. Enfin, et plus un projet est vu en amont, comme dit Madame Régnier, plus évidemment on aboutit à quelque chose qui satisfait tout le monde. Enfin, c'est absolument évident, oui. Donc ça, on va le faire sur des plans guides, sur des grands projets d'aménagement, mais effectivement à l'aune de nos moyens. Voilà. Oui, il faut voir le personnel encore pour le faire. En fait, la Corrèze, on ne cesse d'augmenter. Déjà, ça avait augmenté les avis en 2019, 2020 aussi, et là, incroyable. Alors, pour vous dire que n'ayez pas peur, il y a du développement en Corrèze. On est à plus 35% d'avis, nous, dans notre service. 35%. Et on était l'année dernière... Non, d'avis. Alors, excusez-moi, du coup, j'ai perdu le fil. Vous êtes à plus de 35% oui, sachant qu'en fait, l'année dernière, on était à 1900 avis. Ce qui est quand même assez énorme, quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même une dynamique. Enfin, il y a une énergie. Néanmoins, quand bien même, il reste beaucoup de choses à faire, hein, je l'entends. De toute manière, ça reste logique avec ce que vous avez dit. Comme il y avait énormément de patrimoine, c'est logique que par la suite, il y ait énormément d'avis. Enfin, ça coule de source. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose en matière d'accompagnement de la part justement du CEE des collectivités? Moi, je voudrais juste préciser une chose. Alors déjà, bien dire effectivement que le CEE ne porte pas d'avis, justement, contrairement à l'architecte des bâtiments de France. Je redis vraiment qu'on est vraiment un organisme de conseil et qu'on n'a pas à sanctionner, on tamponne pas justement les projets parce que souvent on peut faire la confusion. On est vraiment là juste en accompagnement. Après prescription, il n'y a pas de prescription, ce sont que des propositions et libre au maître d'ouvrage de suivre ou d'aller dans le sens de ce qu'on lui propose. Je voudrais revenir sur la logique après, sur les questions de patrimoine et sur un des enjeux importants pour nous, qui est justement la transmission de ce patrimoine et sa transmission dans le temps et son devenir. Et un des sujets sur lesquels on est amené à travailler assez régulièrement, c'est vraiment sur la transformation d'usage. Parmi les sujets majeurs qu'on peut retrouver et qu'on rencontre souvent en Corrèze, c'est la transformation des granges et leur évolution.
Et pour ça, on a par exemple un certain nombre de plaquettes et de documents informatifs que d'ailleurs tout le monde peut consulter sur notre site. Enfin, c'est des documents très pédagogiques, mais c'est vraiment des sujets importants que de savoir comment on fait. Alors déjà, comment on fait le patrimoine de demain aussi, parce qu'effectivement, on travaille, vous le disiez, Monsieur Rénal, on travaille pour le patrimoine hérité, mais on va peut-être en fabriquer un nouveau, qu'on espère en tout cas avoir cette exigence. Allez-y. Et donc voilà, c'est cette notion de transformation, de transmission, de comment on fait évoluer ce patrimoine sans le perturber, sans le troubler en tout cas, mais en tout cas lui permettant d'avoir une nouvelle vie. Ce qui relève aussi des enjeux de développement durable qui sont majeurs aujourd'hui, qui sont une vraie question. Réinvestir les bourgs par exemple et permettre à ce petit patrimoine de revivre, c'est une vraie question quand on se pose la question après de l'étalement urbain, enfin de ces sujets-là. Donc je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de patrimoine, elle touche très largement en fait, et elle est en plus ce patrimoine touristique et qui va faire venir du monde. Et je suis complètement d'accord, et la vraie croissance, le vrai développement dont on parle, en réalité, il est là. À 80%, il est dans l'existant en réalité. Vous voulez rajouter un mot? Si vous permettez, il y a un autre aspect qui mérite d'être souligné ici, c'est que le patrimoine est un facteur de développement économique. Il est à double titre. Il est, comme M. Rénal l'a évoqué, il est sur le plan touristique. Et nous, on voit bien qu'il y a, en particulier au cours des dernières années, une vraie appétence du public, du grand public, pour le patrimoine. J'ai la chance d'habiter Turenne et je l'ai tous les jours. Ce phénomène, je le vois s'accentuer. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous avons calculé que lorsque nous distribuons 1 euro pour le patrimoine, sur le plan économique, ce sont en fait 15 euros qui sont générés, au minimum 15 euros. Donc il y a un coefficient multiplicateur énorme, parce que tout ça, ça permet à un certain nombre d'artisans de travailler, à un certain nombre d'entreprises, et ça leur permet surtout de garder un véritable savoir-faire, parce que le savoir-faire lié au patrimoine est quelque chose d'extrêmement important. Merci. Je vais vous laisser la main justement, Monsieur le Vice-président, pour conclure, si vous le voulez bien. On a bien compris que le patrimoine, c'est ce que vous disiez en introduction, c'est une richesse. Il faut aussi peser pareil après le pour et le contre dans les procédures, mais en tout cas, comme vous avez pu le voir, il y a un nombre d'acteurs assez conséquent qu'il ne faut pas hésiter, je pense, comme vous l'avez rappelé, à solliciter. Vous n'aviez pas rappelé que c'était gratuit aussi. C'est aussi un élément. Il n'y a pas de jugement du CAUE et c'est gratuit. La Fondation du patrimoine, idem, vous apporte en effet des aides et comme elle l'a dit, ça ne profite pas qu'au patrimoine, ça profite à tout le territoire, puisque ça aide également l'économie. Et les services des architectes et des bâtiments de France, c'est pareil. Plus on discute en amont, plus on parle d'un projet en amont, et plus on a de chances de ne pas se tromper, en sachant que de toute manière, ça ne sert à rien de partir bille en tête en se disant moi je ferai mon projet, si on sait déjà qu'à un moment donné, on aura un avis conforme qui nous dira non. Ça permet d'éviter les coûts et de discuter de toute manière, c'est ce qu'on a vu, je crois que c'est ce qu'on voit dans tous les tableaux. S'y prendre tôt et discuter entre les acteurs, ça paraît être une évidence. Vous vouliez rajouter un mot avant? C'est juste qu'en fait, c'est un constat en 2 ans. Donc l'ABF est responsable de tout. Non, l'ABF n'est pas responsable du droit des sols. Enfin, et à un moment donné, c'est vrai que il n'y a pas de souci, vous voyez. Ça fait partie du métier, mais c'est vrai que les gens souvent ont tendance à faire beaucoup d'amalgames. Donc attention en fait. Surtout que vous appliquez la loi. Vous n'avez pas vraiment le choix non plus. Je vous laisse conclure, Monsieur le Vice-président. Merci. Moi, je remercie effectivement Madame la directrice de l'unité départementale d'être venue à nos côtés. Le CAUE et la Fondation du patrimoine. Parce qu'effectivement, c'est important que les maires, les nouveaux élus, connaissent bien ces rouages qui apportent à nos communes rurales, où on a effectivement, comme le disait Madame Pittman tout à l'heure, une secrétaire de mairie, et qu'effectivement, on n'a pas d'autre organisme que notre volonté et nos élus. Alors c'est vrai, au-delà de toutes ces aides, il ne faut quand même pas oublier l'adage fondamental, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Parce qu'il faut commencer aussi à mettre la main à la pâte. Refaire le passé, ça n'existe pas non plus. On a bien dit qu'on était en train de réparer, de construire, d'aménager, de réhabiliter, etc.
on n'a pas parlé de refaire le passé. Moi, je vais le refaire, le passé. J'ai trouvé, dans les photos historiques de la commune d'Astaillac, il faut bien que je fasse un peu de publicité locale avant de partir, un pigeonnier, un magnifique pigeonnier en pierre, etc., avec une couverture style kersinoise, qui n'existe plus. Et à la place, il y a un très beau transformateur vert, dit EDF. Et alors, je ne peux pas supprimer le transformateur, vous imaginez bien, mais j'ai demandé la permission à EDF de le couvrir, de l'habiller. Et je vais l'habiller sans demander d'autorisation à personne, parce que je vais appeler ça du décor de cinéma. Et je ne pense pas que j'ai besoin d'une permission quelconque pour faire un décor de cinéma dans ma commune, où on me le dit. Et c'est maintenant ou jamais, c'est comme dans les mariages américains. Modification Pourquoi? de l'aspect Parce que extérieur de la façade, s'il y a une démarche à faire. Non, madame, j'entends faire mon décor de cinéma à l'identique du pigeonnier dont j'ai les photos de l'époque de 1950. Et effectivement, je vais faire mon décor de cinéma. Personne ne pourra m'empêcher. Je le referai en bois, en machin, en démontable, tout ce que vous voulez. Mais au moins dans 50 ans, mon successeur, maire d'Astaillac, s'il y a toujours des maires dans les communes rurales, et si Astaillac existe toujours comme commune rurale, pourra se dire, ben, il y avait ça, on peut l'arranger, le faire autrement. Je crois que, voilà, je suis effectivement un maire provocateur. Je pense que j'ai des idées, je veux les mettre en application. Et comme je ne demande pas d'argent à personne, parce qu'Astaillac, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas une commune riche, mais une commune qui tourne bien. Et voilà, et je veux planter un décor de cinéma. Alors, c'est vrai que c'est une bombe que je lance un peu aujourd'hui, mais ça va vous faire réagir. Dernier point, à part la bombe historique, c'est que le Midi corrézien rentre dans une procédure menée par le PETR, rentre dans une procédure de pays d'art et d'histoire. Je suis fondamentalement pas contre, bien évidemment, mais je demande à ce qu'on fasse bien les deux colonnes dont j'ai parlé tout à l'heure, le plus les avantages et le moins les inconvénients, et qu'est-ce que ça nous donne à la fin. Il y a d'autres pays d'art et d'histoire en Corrèze, on ne va pas être les premiers. Je crois que le premier c'était à Lassac à l'époque, si j'ai bonne mémoire, pays d'art et d'histoire, etc. Bon, nous on va rentrer dans ce processus. Mais je voudrais que mes collègues des communes rurales y rentrent, mais pas les yeux fermés. Ils y rentrent en connaissance de cause, c'est-à-dire, oui, on a des avantages, on a des inconvénients, parce que toujours il y a des inconvénients. Quel est le résultat final? Si on a plus d'avantages que d'inconvénients, on y va. Si c'est l'inverse, on réfléchit. Voilà, je crois que je vais terminer sur cette ouverture. Midi corrézien, pays d'art et d'histoire. Et puis, je vais essayer de voir comment nous pouvons faire des décors de cinéma dans les communes rurales sans en être empêchés. Merci, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Il me reste juste donc à conclure, à remercier donc Monsieur le maire, Monsieur Bernard Raynal, d'être venu. Elisabeth Perrault, donc architecte des bâtiments de France, c'est jamais facile non plus de venir. Il faut quand même avoir du courage quand on vient et que souvent on est considéré comme la personne qui peut justement représenter les services de l'État. Donc c'est très bien. Très content de vous avoir eu Je vous remercie sur ce en rappelant plateau. quand même que les signes que laissent les collectivités, enfin que lancent les collectivités territoriales, c'est un administré comme les autres. Et attention aux précédents et attention aux signes qu'on lance. Très bien. Décidément, même pendant le tour de table final, des messages sont glissés qui vont servir, mais c'est aussi ce qu'on a retenu, qu'il faut discuter ensemble autour d'une table et que tout se passe mieux. Lilith Pittman l'a dit, présidente, je ne la vois plus. Voilà, vous êtes derrière. Merci d'avoir été présente, ainsi que votre directrice Laure Régnier et monsieur Alain Soularue, Paul de la Fondation du Patrimoine. Merci à tous. On se retrouve cet après-midi pour le PLU et l'intercommunalité, les communes, d'autres dossiers. Merci.